Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une version plus longue du cours d'introduction qui devait nécessairement être raccourci pour respecter les délais et le volume horaire dont on dispose. Il y a donc un certain nombre de choses que j'ai choisi de ne pas développer, mais que je peux prendre le temps, à travers ces vidéos, de vous dire. On va faire un petit retour historique pour commencer. Depuis son émergence en Grèce, dans l'Antiquité, jusqu'à aujourd'hui, la réflexion philosophique a connu une longue histoire. Ainsi, au cours de ces 2500 ans d'existence, elle a donné lieu à des traditions, à des courants, à des écoles et à des méthodes d'une très grande diversité. Sans vouloir tous les citer, mais pour donner tout de même un aperçu de ceux que l'on croise au cours d'une année de philosophie en terminale, on pourra mentionner par exemple les grandes philosophies antiques, comme le platonisme, l'aristotélisme, l'épicurisme, le stoïcisme, le scepticisme ou encore le cynisme. Au Moyen Âge, la scolastique, qui associe la religion chrétienne à la philosophie. À l'ère moderne, l'empirisme, le rationalisme ou le criticisme. Et puis en philosophie plus contemporaine, la phénoménologie ou encore la philosophie analytique. Ce sont des manières différentes, parfois même concurrentes, de faire de la philosophie, mais toutes appartiennent à une même discipline. On devrait donc logiquement retrouver en elles des points communs susceptibles de nous aider à définir notre domaine d'étude. Faisons donc l'hypothèse, pour commencer cette année, on retrouve parmi toutes ces traditions philosophiques, bien que différentes, des outils intellectuels communs sans lesquels on ne peut plus prétendre faire de la philosophie. Alors, peu importe la façon dont on s'y prend, qu'on soit un philosophe scolastique du XIVe siècle ou bien un empiriste du XVIIe siècle, ou encore un philosophe analytique du XXIe siècle, il n'y a, c'est un premier point capital, pas de philosophie sans problème. C'est le plus fondamental. Mais qu'est-ce qu'un problème? La meilleure façon de savoir est de procéder à une distinction conceptuelle. Alors qu'une définition, ça se concentre sur une idée, et une seule, pour indiquer ce qui la caractérise au mieux, une distinction conceptuelle met en évidence la nuance qui va exister entre deux idées assez proches pour qu'on les confonde parfois. Ainsi, on emploie, dans le cas qui nous préoccupe là, indifféremment les termes question ou problème, alors que dans le cadre de la philosophie, il devient important de les distinguer. Une question, c'est une interrogation simple, elle porte sur des faits, si bien que celui qui connaît les faits connaît par la même occasion la réponse à la question. Des interrogations du type comment t'appelles-tu? Quelle heure est-il? Quel est le menu de ce midi au self? Ce sont des questions. Elles nous renvoient à des faits. Mes parents ont choisi de me donner tel prénom. Il est 9h25. Au self, ce midi, on servira des spaghettis à la bolognaise. Un problème, pour sa part, est une interrogation aussi, mais une interrogation complexe. Et sa complexité vient du fait qu'un obstacle nous empêche d'accéder à une réponse évidente. Le mot problème viendrait d'ailleurs du grec probléma, qui voudrait dire obstacle. Il est nécessaire, dans ces conditions, de contourner ou bien d'éliminer l'obstacle. D'ailleurs, pourquoi on parle de solution et non pas de réponse pour un problème? Il faut dissoudre, on retrouve la même racine, dissolution, solution. Il faut dissoudre l'obstacle pour ne plus avoir de problème. En philosophie, on ne se préoccupe que des problèmes. On laisse les questions de côté. Une première manière de se représenter ce qu'est la philosophie consisterait donc à dire qu'elle est une démarche dont l'objectif est de résoudre un certain type de problème. Cette approche appelle toutefois deux remarques. Premièrement, on peut concevoir la résolution de chaque problème comme une démarche, comme une procédure au moyen de laquelle on contourne ou bien on élimine l'obstacle qui fait problème. À chaque fois, il convient de trouver la bonne procédure, la bonne démarche. Deuxièmement, en représentant la philosophie ainsi, une démarche dont l'objectif est de résoudre un certain type de problème, on commence à suggérer qu'il existe tout de même différents types de problèmes.
et que peut-être tous ces problèmes-là ne sont pas philosophiques. Nous avons donc besoin à ce stade de notre réflexion de préciser ce premier point. Au cours de sa scolarité, on n'attend pas le cours de philosophie pour être confronté à des problèmes. Dans d'autres disciplines, on a pour tâche principale d'en résoudre. Les disciplines scientifiques, notamment la physique, la chimie, la biologie, les mathématiques. Prenons un exemple, celui de la résolution d'une équation. Lorsqu'on vous demande quelle est la valeur de x dans l'équation 5x plus 4 égale 2x moins 5, vous ne déclarez pas immédiatement que x vaut moins 3. Ce n'est pas aussi simple de trouver la valeur de x que de répondre il pleut à la question quel temps fait-il. La présence de x dans l'équation fait obstacle à la réflexion. Nous retrouvons donc bien tous les éléments de notre distinction conceptuelle. Que vaut x dans cette équation? Ce n'est pas une question, c'est un problème dont la solution ne nous est révélée qu'au moyen d'une démarche spécifique, la procédure de calcul. Prenons un autre exemple, mais cette fois-ci emprunté au domaine de la biologie. Lorsque, fin du XIXe siècle, le professeur Claude Bernard se demandait quelle pouvait être la fonction du foie dans le système digestif, il n'avait pas à faire lui non plus à une simple question. Le fait que le foie convertisse une partie des aliments en sucre n'est pas évident, cela ne saute pas aux yeux. Alors pour le déterminer, il lui a fallu en passer par le biais de l'expérimentation scientifique. Et telle est la procédure qui convient en effet pour ce genre de problème. Non plus le calcul, comme en mathématiques, mais l'expérimentation. Nous en arrivons ainsi à la conclusion qu'il existe des problèmes de type scientifique à ne pas confondre avec les problèmes philosophiques. Qu'est-ce qui les distingue? Pour différencier les questions et les problèmes, nous avons expliqué que les questions reposent sur des faits et qu'il suffit de les consulter pour obtenir la réponse. Il nous faut à présent ajouter tout de même que les problèmes scientifiques portent également sur des faits. C'est un fait que le foie a pour fonction de convertir les aliments en sucre. C'est un fait que dans l'équation 5x plus 4 égale 2x moins 5, x vaut moins 3. Non pas parce que je l'ai décidé, mais parce que c'est nécessairement ainsi. Il se trouve que c'est ainsi. Mais ce sont des faits qui sont d'une certaine manière cachés, qui ne sont pas évidents, ils sont dissimulés, inaccessibles du moins directement. Pour établir ces faits, on ne peut pas se contenter de jeter un coup d'œil. Il faut examiner la situation de près et pourquoi pas éventuellement mettre de côté les apparences. C'est ce que fait la science. En guise de synthèse sur ce premier point, nous savons à présent qu'il existe des faits évidents dont nous prenons facilement connaissance, d'autres qui ne se livrent pas ainsi, et il est donc nécessaire pour cela de les établir avec une procédure rigoureuse, une procédure de calcul, une procédure d'expérimentation. En ce qui les concerne, notre interrogation prendra donc la forme d'un problème scientifique. Mais si nous savons désormais ce qui caractérise un problème scientifique, nous ignorons encore ce qui définit un problème philosophique. Toutefois, nous disposons d'un indice, puisqu'il ne se confond ni avec une question, ni avec un problème scientifique. Le problème philosophique ne doit pas avoir le même rapport aux faits. Mais alors, de quoi s'agit-il? De quoi est-il question en philosophie? Ou plutôt, pour tenir compte de notre vocabulaire, qu'est-ce qui pose problème aux philosophes? Repartons de cette idée de fait pour y voir plus clair. Un fait désigne toute chose qui existe réellement et qui peut par conséquent être constatée. Il pleut, la France et la Prusse étaient en guerre en 1870, Louis Pasteur a inventé la technique de la vaccination, la Terre tourne autour du Soleil, tout ça ce sont des faits, par opposition à la fiction notamment. En ce sens, les êtres humains vivent dans un monde composé de faits. Mais ce n'est pas tout, parce qu'ils ont aussi la capacité de penser et par la même occasion d'ajouter aux faits un sens ou bien une valeur. Ainsi, la philosophie est la discipline qui s'interroge sur le sens ou sur la valeur de notre existence en général et de tout ce qui la compose en particulier. Ce genre d'interrogation ne nous occupe pas tout le temps, très souvent même, nous passons nos journées sans consacrer la moindre attention à ces considérations.
Cela semble même aller de soi. Pourtant, il arrive que le quotidien paraisse moins banal, que le cours de nos vies nous surprenne. Alors, ce qui nous était familier devient étrange, ce qui passait inaperçu nous intrigue, et au lieu de suivre le chemin bien balisé de nos vies, sans même y penser, nous commençons à réfléchir. Réfléchir. L'idée de réflexion est intéressante car elle indique tout d'abord, à travers le préfixe ré, un retour, une reprise. De plus, elle nous parle d'un décalage, d'un changement d'orientation, d'une flexion. Réfléchir, c'est ne plus suivre automatiquement le chemin tracé, mais donner à sa trajectoire ce fléchissement qui permet de se placer en retrait pour mieux considérer de manière attentive, de manière critique, ce qu'on a fait ou ce qu'on va faire. Par exemple, chaque jour, vos professeurs vous inculquent des connaissances scientifiques, historiques, peu importe. Et cela fait même si longtemps que c'est ainsi que vous trouvez tout cela bien normal, jusqu'au jour où vous commencez à y réfléchir. Mais que vais-je faire de tout ce savoir? Que vaut-il d'ailleurs? Est-il certain que ces choses sont vraies? Ne sont-elles pas plutôt les opinions qui, à notre époque, dans notre civilisation, sont les plus couramment admises? Nos vérités passent-elles pour des erreurs aux yeux d'autres personnes, d'autres cultures? Ou encore, chaque jour, vos parents tiennent à ce que vous vous rendiez à l'école pour y recevoir une formation intellectuelle, parce que, disent-ils, c'est grâce à cela que vous préparez votre avenir. D'ailleurs, vous vous pliez à cette contrainte sans trop de difficulté. Jusqu'au jour où vous commencez à y réfléchir. Quel genre d'avenir voudrais-je avoir? À quoi devrait ressembler mon existence pour que je puisse me dire que j'ai réussi ma vie? Et ne suis-je pas en train de reproduire bêtement un mode de vie qui ne me convient pas? Chaque jour, vous vous efforcez de ne pas trop mal vous conduire. On vous a appris qu'il y a des règles, que certaines choses ne se font pas. Enfin, pas trop, de temps en temps éventuellement, discrètement, pour ne pas avoir d'ennui. Mentir, voler, blesser, mais vous savez distinguer le bien du mal. Jusqu'au jour où vous rencontrez quelqu'un qui a de tout autres idées que vous sur ces questions. Mais alors, n'y a-t-il aucune chose qui soit absolument mauvaise, ni aucune absolument bonne? Cela dépend-il toujours du jugement, de l'éducation de chacun? Et donc, tout devrait-il être permis, selon notre seul bon vouloir? Enfin, chaque jour, vous croisez des gens que vous aimez, avec qui vous passez du temps, vous faites des projets ensemble, pour le week-end prochain, pour la semaine prochaine, pour l'an prochain. Vous vous promettez d'appeler telle personne que vous n'avez pas vue depuis un moment, puis vous vous dites que ça attendra bien encore un peu. Après tout, vous avez le temps, jusqu'au jour où vous commencez à réfléchir. Quelle assurance avons-nous, les uns et les autres, d'avoir du temps devant nous? Au nom de quoi croyons-nous que nous serons encore là dans 10 ans, dans 10 mois, dans 10 heures? N'avons-nous pas assez entendu de ces histoires de personnes surprises très prématurément, par un accident, par une maladie, par une catastrophe? Et donc, ne devrions-nous pas être davantage convaincus de la grande fragilité de la vie humaine? Pour certains d'entre nous, ces réflexions sont vertigineuses, dérangeantes, effrayantes, et nous préférons parfois ne pas y songer. On dit que pour ne pas désespérer, pour ne pas sombrer sous le poids de ces réflexions, l'humanité s'est inventée des dieux, des religions. En effet, le problème de la connaissance, de l'ignorance et de l'erreur, celui de la réussite ou de l'échec de nos vies, celui de la distinction entre le bien et le mal, ou enfin le problème de l'absurdité d'une existence vouée à la mort, tout ceci intéresse également les religions. Alors, quelle relation entretiennent donc la philosophie et la religion? Se confondent-elles? S'opposent-elles? Il y a une différence notable entre la philosophie et la religion, mais elle ne se trouve pas du côté du type de problème auquel on y est confronté. Elle relève plutôt de la manière dont on les traite. La religion
présuppose la foi. Si vous êtes croyant, alors des solutions vous attendent. Des solutions aux problèmes du bien et du mal, du sens de la vie, de la connaissance, du vrai et du faux. Quelques textes sacrés, quelques religieux contribuent à vous les apporter. En revanche, si vous n'êtes pas croyant, mieux vaudrait dire d'ailleurs pour ceux qui ne le sont pas, ces textes sacrés et ces religieux ne vous racontent que de belles histoires, divertissantes peut-être, intéressantes éventuellement, mais fictives. La religion est donc une voie qui n'est ouverte que pour le nombre assez restreint de ceux qui ont la foi. La philosophie, pour sa part, n'a qu'une exigence, et tout le monde, ou presque, satisfait cette condition: être doté d'une raison, c'est-à-dire pouvoir raisonner, penser de manière logique et argumentée. En fin de compte, la philosophie est une tentative pour appliquer à des problèmes qui ne sont pas scientifiques la même rigueur démonstrative que les sciences. Bien sûr, cela ne peut pas être tout à fait la même chose, puisque ce ne sont pas les mêmes genres de problèmes. À proprement parler, on ne peut rien démontrer de manière définitive en philosophie, mais on peut argumenter. Cela ne veut pas dire que la philosophie est plus faible que les sciences. Simplement, elle prend en charge des difficultés plus complexes, des difficultés qui, par nature, ne peuvent pas obtenir de solution définitive. Voici donc parvenus au terme d'une première partie de notre réflexion sur la définition de la philosophie. En faisant la synthèse de tout ce que nous venons d'apprendre et de comprendre, j'espère, nous pouvons proposer de la philosophie la définition suivante. La philosophie, c'est la discipline qui tente d'apporter des solutions rigoureuses et rationnelles à des problèmes que notre condition d'être humain ne manque pas de placer sur notre chemin. En cela, elle se distingue de la science aussi bien que de la religion. Nous savons à présent quelle est l'ambition de la philosophie. Il reste à déterminer les moyens dont elle se dote pour atteindre cet objectif. Là encore, par-delà les différences, les divergences entre les traditions philosophiques, on peut estimer que trois choses caractérisent toute approche philosophique digne de ce nom. Premièrement, en philosophie, on en passe par une progression dialectique. Le terme dialectique peut intimider, il peut paraître technique. Il devient rapidement plus familier quand on comprend qu'il est d'abord et avant tout l'adjectif issu du nom dialogue. Alors, qu'est-ce qu'un dialogue? À quelles conditions peut-on dire qu'un dialogue s'instaure? Comme l'indique l'étymologie, le dialogue est un échange, dia, ça veut dire traverser en grec, un échange de paroles, de logoi, dialogoi. Cela présuppose, premièrement, qu'on fait usage de la parole au lieu de rester muet. Le dialogue s'oppose au silence. Et cela implique, deuxièmement, qu'on adresse ces paroles à quelqu'un d'autre et qu'on ne les profère pas pour soi seul. Le dialogue s'oppose aussi au monologue. Mais ces deux premières remarques ne suffisent pas, pourtant, à caractériser le dialogue. À ce stade, on risque encore de le confondre avec d'autres types d'échanges de paroles. Essayons donc de préciser encore un peu la nature du dialogue. D'abord, la personne avec qui on échange des paroles est en désaccord avec soi. Elle ne partage pas le même avis. Un dialogue, ça n'est pas, de ce point de vue-là, la même chose qu'une conversation. Mais encore, malgré cela, le but du dialogue est de se mettre d'accord et non pas de camper sur ses positions. Cela, le dialogue s'oppose à la dispute. En somme, on débute le dialogue en ayant une opinion, on croit sincèrement que cette opinion est vraie, mais on est quand même prêt à admettre qu'on pourrait se tromper. On se confronte donc à quelqu'un qui a une opinion différente pour mettre à l'épreuve sa propre conviction. Dans le dialogue, la contradiction est fertile. En premier lieu, on réalise que d'autres opinions, en dehors de celles qui nous semblaient évidentes, sont possibles. En second lieu, en défendant son opinion, notre interlocuteur nous révèle les failles de la nôtre. Et face à ces objections, on affine ses arguments, on précise sa pensée, et puis si on comprend qu'on était dans l'erreur, on abandonne une idée fausse. Cela vaut mieux que d'avoir une opinion erronée
et de continuer à y croire confortablement parce que personne ne nous rend le service de nous bousculer dans nos certitudes. Le caractère dialectique de la philosophie rejaillit sur la manière dont on la pratique en terminale. Toute réflexion philosophique est un dialogue, même quand elle ne prend pas la forme d'un débat, même quand elle passe par une méditation plus solitaire. Dans ces cas-là, on doit être capable de trouver soi-même les objections à s'adresser. On se dédouble d'une certaine façon. Et si on se réfère souvent à des philosophes du passé et quelquefois aussi à des philosophes contemporains, ce n'est pas par vénération à l'égard de quelques grands esprits, c'est parce que le dialogue avec leurs œuvres apporte la contradiction, l'inspiration dont on a besoin. Toute réflexion philosophique se présente donc comme un parcours, un cheminement de la pensée, qui expose une première opinion, qui la confronte à la contradiction, qui en aperçoit les limites et la corrige, pour aboutir à une idée plus solide, plus vraisemblable. Dans une dissertation, le développement retrace ce cheminement au fil des étapes successives de notre plan. C'est le fameux plan dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Deuxième caractéristique, la démarche de la philosophie est une démarche argumentative. Pas de philosophie sans problème, a-t-on dit, pas de philosophie non plus sans argument. L'argumentation, c'est ce qui permet d'arbitrer la confrontation entre deux idées. Mais comment en effet savoir quelle est la plus valable des deux opinions qui se contredisent dans un dialogue? Nous avons besoin d'un moyen de savoir qui sort victorieux de la contradiction. On pourra ainsi reconnaître derrière quel avis il convient de se ranger. Une nouvelle distinction conceptuelle va nous aider sur ce point. On adopte une idée soit parce qu'on est persuadé qu'elle est vraie, soit parce qu'on est convaincu. Et ce n'est pas la même chose en philosophie. Persuader revient à mettre quelqu'un d'accord avec soi en employant les séductions du langage. C'est une affaire de rhétorique. La rhétorique, c'est l'art de bien parler. La persuasion est donc la stratégie des beaux parleurs, peu importe la vérité de ce qu'on dit du moment que les autres y croient. Convaincre, en revanche, revient à mettre quelqu'un d'accord avec soi en employant la force du raisonnement. C'est une affaire de logique. Là, la logique, c'est l'art de bien penser. La conviction est la stratégie des bons raisonneurs. Pas question pour eux de faire croire qu'une chose fausse est vraie. En cours de philosophie, on exige par conséquent d'être convaincu, pas persuadé. Pour cela, il est indispensable de recourir à des arguments. Qu'est-ce qu'un argument? C'est un raisonnement constitué de plusieurs idées que l'on a associées logiquement. Les premières idées, celles sur lesquelles se fonde l'argument, sont nommées les prémices de l'argument. La dernière idée, celle à laquelle on aboutit, est la conclusion. Par exemple, si je dis Pierre possède une voiture de sport. Or, une voiture de sport coûte cher. Donc, Pierre est riche. Les deux premières formules constituent les prémices du raisonnement. La troisième forme la conclusion. Quand une affirmation n'est soutenue par aucune prémisse, elle est considérée comme une simple opinion. On ne doit pas se laisser convaincre par elle. Elle est peut-être vraie, mais on n'a pas assez d'éléments pour l'affirmer. En revanche, quand une affirmation est fondée sur des prémices solides, elle devient une thèse, et on a des raisons de s'en laisser convaincre. Encore faut-il que l'argument soit bien construit. Si les prémices sont fausses, la conclusion l'est aussi. Ainsi, quand on dit Pierre est juif, or tous les juifs sont riches, donc Pierre est riche. Les prémices de ce sophisme, de ce faux argument, ne sont que le reflet de préjugés. Rien de satisfaisant ne peut donc être bâti à partir de là. Pour bien argumenter, on veillera donc à argumenter toutes les affirmations qui sont susceptibles d'être mises en doute, à choisir des prémices fiables sur lesquelles toutes les personnes concernées sont d'accord. Points préalablement établis par la discussion, évidence incontestable, doivent servir de base au dialogue. Ce travail argumentatif est fondamental dans l'explication de textes, pour la compréhension de l'argumentation de l'auteur, mais aussi dans la dissertation, pour la construction de votre propre argumentation. Enfin, parmi les outils de la philosophie, il faut mentionner la conceptualisation.
Il ne saurait y avoir de réflexion philosophique sans l'utilisation de concepts dûment définis. C'est le dernier outil de la philosophie que nous rencontrerons ici. Les concepts sont un certain genre d'idées. Notre esprit en fabrique de nombreuses, elles sont très variées. Certaines de ces idées produites par la mémoire sont des souvenirs, d'autres produites par l'inconscient sont des pulsions. La conscience, le désir, la volonté, l'imagination ont chacune leur propre type d'idées. Elles sont toutes très importantes parce que tout bien réfléchi, tout ce que nous vivons passe par elles. Regarder quelque chose, par exemple, c'est en fait consulter l'idée que nous nous en faisons après que la sensation a introduit l'image de cette chose dans notre esprit. Nous ne connaissons le monde qui nous entoure que par l'intermédiaire des idées que nous nous en faisons. Ces idées s'intercalent entre le monde et nous. Dans son ouvrage intitulé Penser, une irrésistible attention à la philosophie, Simon Blackburn trouve une métaphore intéressante pour formuler ce point. Il écrit: nos pensées sont comme les lunettes à travers lesquelles nous voyons le monde. Si nous n'enlevons jamais nos lunettes, nous sommes incapables de savoir si ce que nous voyons fait partie de la réalité ou bien si cela se trouve sur le verre de nos lunettes. De la même manière, si nous ne nous intéressons jamais aux idées avec lesquelles nous construisons notre représentation du monde, nous courons le risque d'adopter une vision déformée de la réalité et d'attribuer au monde des caractéristiques qui n'ont rien à voir avec ce qu'il est, qui dépendent plutôt de notre manière de nous le représenter. Il importe donc d'avoir à sa disposition des concepts soigneusement élaborés. Parvenu à ce point, il s'avère utile de préciser ce qu'est un concept. Un exemple concret sera bienvenu. Si nous croisons un chien, nous formons dans notre esprit une idée de ce chien. Il est grand, sa tête est massive, son pelage est brun, sombre, ras. Notre idée porte alors sur un individu, sur un chien singulier, ce chien-là. Nous sommes amenés dans notre vie à croiser de nombreux chiens. Nous élaborons pour chacun d'eux une représentation mentale tout aussi singulière. Mais en constatant des points communs entre ces différents individus, ces différents exemplaires de chiens, nous comparons ces idées et en gommant les différences, nous nous formons un concept de chien. Malgré les variations, un chien, c'est un animal qui se déplace à quatre pattes, qui s'exprime par des aboiements, qui est protégé par un pelage, protégé du froid. Le concept vient du latin cum captio, je saisis ensemble, je regroupe, je fabrique une idée générale à partir de tous les cas particuliers que je connais. Tel chien, et tel chien, et tel chien, et tel chien. Par comparaison, je fabrique mon concept de chien. Alors, il est bien évident que nos concepts dépendent de nos expériences. Si je n'ai jamais rencontré que des chiens impressionnants, agressifs, si on m'a toujours incité à me méfier des chiens, j'intégrerai dans mon concept de chien la notion de danger, d'agressivité. Je croirais que cette agressivité est dans la nature du chien, bien qu'elle provienne surtout en fait de la façon dont je me le représente. Il faut que je le comprenne pour être capable de corriger mon concept de chien et pour le rendre plus conforme à la réalité et moins tributaire de mes peurs. Le même travail doit être fait pour les concepts philosophiques comme le désir, la liberté, le travail, pour ne pas être trompé par l'expérience singulière qu'a constitué tel désir, tel travail, tel moment de liberté. Il faut prendre de la hauteur et s'appuyer sur un concept solide. Alors cette exigence, elle nous conduit à plusieurs remarques finales. Premièrement, on comprend pourquoi il convient de se méfier des exemples. Ils portent toujours sur des cas particuliers, sur des situations qui ne donnent qu'une idée partielle de la réalité. Les concepts, au contraire, intègrent toutes les situations particulières que l'on a à sa disposition, et ils sont, de ce point de vue-là, plus complets. Enfin, une dissertation comporte des concepts bien définis, et elle bénéficie alors d'un atout majeur, car elle expose clairement ce dont on parle, elle profite de toute la hauteur de vue des concepts. Une dissertation doit davantage reposer sur des concepts que sur des exemples.
Voilà l'essentiel de ce que je souhaitais vous dire en ce début d'année, avant que l'on puisse aborder l'examen de notre programme. Même si la philosophie n'est pas une notion qui fait partie de ce programme, il me paraît indispensable de vous donner une idée au préalable de ce qu'elle est, pour ne pas vous lancer dans son étude alors qu'elle est encore trop mystérieuse pour vous. À présent que ce préambule est parvenu à son terme, nous allons pouvoir, dans les séances à venir, nous consacrer au traitement de notre programme. Comme vous l'aurez remarqué, dans cette vidéo, j'ai essentiellement cherché à vous faire comprendre ce qu'est la philosophie, comment elle se pratique, et j'ai volontairement laissé de côté des considérations qui porteraient davantage sur son histoire, sur les conditions de son émergence, il y a 2500 ans, du côté d'Athènes. Alors si ces questions-là vous intéressent, le plus formidable pour découvrir tout ça, c'est très certainement la très classique et incontournable étude de Jean-Pierre Vernant, Les origines de la pensée grecque, que vous trouverez aux éditions PUF, les presses universitaires de France. Petit ouvrage pas très épais, mais qui est une mine d'informations reconnaissable à sa couverture rouge, comme les ouvrages de cette collection. Si jamais vous voulez plutôt des ouvrages, non pas d'histoire de la philosophie sur l'invention de la philosophie, mais plutôt des ouvrages d'initiation à la philosophie, on va au sein d'une production qui est très très riche et où on pourrait se perdre un peu, isoler trois ouvrages qui, à mon avis, peuvent émerger un petit peu. Sûrement des collègues à moi auraient d'autres propositions à faire. Je vais retenir ces trois-là. Le premier, qui est devenu un classique, qui est sorti au milieu des années 90, c'est le roman de Jostein Gaarder, Le monde de Sophie, qui a la particularité d'être donc à moitié un roman et à moitié un ouvrage de philosophie. Dans l'ouvrage, les passages qui sont plutôt romanesques, ils vont apparaître avec une écriture normale. Et les passages qui sont des cours de philosophie intégrés à l'histoire de cette jeune femme nommée donc Sophie et qui, à l'approche de ses 15 ans, va découvrir ce qu'est la philosophie. Ces passages de cours donc sont inscrits en gras. L'ouvrage est un peu volumineux, mais comme c'est du roman, ça se lit assez facilement, plus facilement qu'un traité philosophique à part entière. Dans un autre registre, celui que sans doute moi je réclamerais, je proposerais en premier, vraiment je pense que c'est le plus adapté pour débuter, c'est ce petit ouvrage-là de Thomas Nagel, un philosophe américain contemporain. Vous voyez, hein, c'est pas bien épais. C'est une présentation, une très brève introduction à la philosophie, sous le titre de Qu'est-ce que tout cela veut dire? C'est donc aux éditions de L'Éclat. Et ce que je trouve particulièrement bien fait dans cet ouvrage, ce qui fait que je le recommande plus vivement que les autres, c'est qu'il est constitué d'une introduction et de 9 petits chapitres qui sont chacun très brefs, une dizaine de pages, qui permettent juste de prendre contact avec des grandes problématiques de la philosophie et qui se propose un objectif modeste mais absolument incontournable, à savoir faire comprendre en quoi sur ce thème-là il y a un problème. On ne s'occupe pas encore de résoudre ce problème, d'aller chercher des grandes théories philosophiques, de les développer de manière hyper précise. Mais voilà, il faut en passer par là, c'est très important de prendre le temps de comprendre en quoi il y a sur ces thématiques-là des problèmes. Donc s'il ne fallait en retenir qu'un, je pense que ma recommandation d'enseignant, ce serait celui-ci. Il a un peu son équivalent français, c'est celui-là, qui me paraît un petit peu moins approprié, ou alors il faudrait le lire en deuxième, après avoir lu le Thomas Nagel d'abord. C'est l'ouvrage d'André Comte-Sponville, Présentation de la philosophie, qui est en fait une reprise des différentes introductions thématiques qu'il a rédigées sur des ouvrages euh, de, des sortes de collections, de citations sur des points bien précis.
Et là, donc, toutes ces introductions sont rassemblées dans cet ouvrage-là. Donc, on retrouve un petit peu le même principe que sur le précédent, c'est-à-dire qu'on a des chapitres qui portent sur un thème. Ils sont assez brefs. Vous voyez, la morale, la politique, l'amour, la mort, etc., etc. À chaque fois, c'est une dizaine de pages pour aborder ces différentes questions. Par contre, à la différence du Thomas Nagel, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut d'abord en passer par le Thomas Nagel, là, on arrive plus rapidement dans la mise en œuvre des solutions et la mobilisation des auteurs qui sont ceux que chérit tout particulièrement André Comte-Sponville. Donc, on va retrouver Épicure, on va retrouver Spinoza, qui sont parmi ces références. Donc, je pense qu'il vaut mieux le faire passer en deuxième. Du même André Comte-Sponville, vous avez aussi une petite conférence qui a été donnée devant un grand public de non-initiés à la philosophie. C'était vers la fin des années 90 à Nantes. La publication aux éditions Librio, le petit bouquin à 2 euros, a été faite sous le titre Le bonheur désespérément. Et ça se présente à la fois comme une réflexion sur le bonheur, la définition qu'on peut en donner, les raisons qui font qu'on passe souvent à côté, comment on peut faire pour éviter de passer à côté désormais. Et par la même occasion, il y a toute une réflexion sur ce que c'est que la philosophie et ce qu'elle propose vis-à-vis de cette quête de bonheur, justement. Voilà, en complément de ce que vous venez de voir et de suivre, les différents ouvrages qui vous permettront d'enrichir un petit peu la réflexion. Sur ce, je vous quitte.